Bienvenue à cette exploration sonore conçue spécialement pour l'exposition Chants de lutte. Bonjour. On est, pour ainsi dire, au cœur de l'exposition. C'est février 2026, on est en plein mois de l'histoire des Noirs. C'est ça. Et notre mission, c'est de plonger avec vous dans ces chansons, dans ces textes qui ont vraiment marqué l'histoire. Exactement. C'est quand même fou de penser qu'une mélodie de 3 minutes peut porter un message beaucoup plus loin que n'importe quel discours. Non. C'est le point de départ de toute notre réflexion. Ces chansons-là, faut pas juste les voir comme des œuvres d'art, ce sont des Documents historiques, témoignages. des témoignages vivants, le pouls d'une époque. Et souvent, c'est l'étincelle qui a démarré des grands mouvements sociaux. Fait qu'on va voyager un peu dans le temps et sur différents continents pour comprendre ce qu'il y a derrière la musique. Ouf, oui. Rien que les paroles, des corps noirs se balançant dans la brise du sud, d'étranges fruits pendus aux peupliers, c'est d'une violence. C'est une image qui hante. La première question qui me vient, c'est comment elle a eu le courage de chanter ça? À cette époque-là, C'est la question clé. Strange Fruit, c'est une des toutes premières protestations musicales aussi frontales contre la violence raciale aux États-Unis. Il n'y a pas de métaphore cachée, là. non, c'est direct. C'est une description crue de la barbarie du lynchage. Et son courage, il était immense. Faut imaginer la pression des proprios de clubs qui lui interdisaient de la chanter, la police. Vraiment? Mais oui, oui. Chaque fois qu'elle montait sur scène pour l'interpréter, c'était un acte de défi. Un acte qui lui a coûté cher, d'ailleurs. J'imagine. Mais elle a tenu bon. Et c'est ce qui est remarquable. La chercheuse Angela E. Davis, elle explique que Strange Fruit a comme brisé un mur. La chanson a forcé une partie de l'Amérique blanche, qui vivait un peu dans le déni, à visualiser une horreur qu'elle préférait ignorer. Elle leur a mis un miroir devant le visage. Exactement. Un miroir insoutenable. De cette douleur-là, si on continue notre parcours, on passe à une autre émotion, toujours aussi puissante, mais orientée différemment. L'espoir. Oui, avec Sam Cooke. A change is gonna come. Sam Cooke, c'est un géant, un des pères de la musique soul. Il a influencé tellement de monde. Aretha Franklin, Marvin Gaye. Toute une génération. Et cette chanson, c'est devenu un hymne. Quand il chante, ça fait un long, long moment que j'attends, mais je le sais, un changement viendra. Il y a une certitude dans sa voix, c'est bouleversant. Et cette certitude devient une expérience très personnelle et très douloureuse. La chanson est née après que Cook et son groupe se soient fait refuser l'entrée dans un motel pour Blancs en Louisiane. Ils se sont même fait arrêter. C'est de là que ça vient. Oui, les paroles décrivent cette réalité-là de la ségrégation de façon très directe. Tu sais. Je vais au cinéma et je vais en ville, quelqu'un continue à me dire « traîne pas ici ». C'est le récit du quotidien. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste un optimisme un peu naïf. On sent une fatigue immense quand il chante. C'est trop dur de vivre. C'est ça. C'est un espoir qui naît de l'épuisement. Exactement. C'est toute la puissance de la tonne. Elle capture cette dualité. D'un côté, la lassitude, le poids de l'injustice. Et de l'autre, juste après, cette phrase incroyable. Mais maintenant, je pense que je suis capable de continuer. Ce n'est pas un espoir passif, tu sais. C'est une décision de continuer à se battre. Malgré tout. Malgré tout, c'est cette résilience qu'en a fait l'hymne non officiel du mouvement des droits civiques. C'est intéressant parce que cet espoir presque patient de Cook, tout le monde ne le partageait pas à l'époque. Ce qui nous amène directement à la prochaine artiste, Nina Simone. Ah, là on change de registre. Complètement. On passe à la colère. Une colère pure, volcanique. Nina Simone, c'est un cas fascinant. Elle a fait un choix très conscient de politiser son art. Le point de bascule, c'est sa chanson Mississippi Goddamn. Elle l'a écrite en moins d'une heure, c'est ça? En moins d'une heure, oui. Dans un état de rage folle après l'attentat de l'église de Birmingham en 1963, qui a tué 4 jeunes filles noires. Et elle-même l'a décrite comme sa première chanson sur les droits civiques. Qu'est-ce qui a provoqué ce virage chez elle? Une rencontre déterminante. Son amitié avec la dramaturge Lorraine Hansberry. Avant ça, Simone était une pianiste classique, une chanteuse de jazz respectée, mais pas très politisée. Et leurs conversations ont tout changé. Tout. Hansberry l'a initiée à la pensée radicale. Elle parlait de Marx, de Lénine. Hansberry lui a dit en gros « T'as une plateforme, tu dois l'utiliser ». Et elle l'a prise au mot. Et la chanson a été bannie, j'imagine? Partout dans le Sud, des stations de radio ont physiquement brisé les disques. C'était une déclaration de guerre. Mais chez elle, il n'y a pas que la colère. Il y a aussi une fierté immense. Je pense à une autre de ses chansons, Ain't Got No, I Got Life. La construction est géniale. C'est un coup de génie. Elle pense la première moitié à faire l'inventaire de tout ce que la société lui refuse. Pas de maison, pas d'argent, pas d'éducation.
Le constat d'une dépossession? Systémique, oui. Et puis, la rythmique change, l'énergie bascule, et elle se met à célébrer ce que personne ne pourra jamais lui enlever. Son corps, ses mains, son sang, sa vie. C'est d'une puissance... Phénoménal. Oui, En parlant de puissance et de possession de soi, on ne peut pas ignorer la reine de la soul, Aretha Franklin, et son classique absolu, Respect. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est même pas sa chanson à l'origine. non pantoute, c'est pas une chanson d'Otis Redding. La petite histoire dit qu'en entendant la version de Rita, Redding aurait dit, mi-admiratif, mi-dépité, « Cette petite fille vient de me voler ma chanson. Et c'est un peu vrai. » C'est vrai, elle l'a complètement réinventée. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a changé pour que ça devienne sa chanson? C'est pas juste l'interprétation, si. C'est bien plus que ça. Elle a restructuré la chanson. La version d'Otis, dans le fond, c'est un homme qui travaille fort et qui demande un peu de respect en rentrant à la maison. C'est une demande. C'est une demande. La version de Rita, c'est une exigence. L'ajout le plus célèbre, c'est bien sûr l'épellation, R-E-S-P-A-C-T. Ça sonne comme un ordre. Elle transforme une demande personnelle en affirmation de pouvoir. Et ça a dépassé le simple cadre des droits civiques. Ouais, c'est devenu un hymne pour le mouvement féministe aussi. Ce n'était plus une histoire de couple, c'était une revendication universelle de dignité. Et dans cette même veine d'affirmation très directe, il y a James Brown. Avec Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, on peut pas être plus clair. Le message est dans le titre, comme on dit. C'est une chanson qui répond à une demande du mouvement. Des activistes lui mettaient de la pression, lui reprochaient d'être plus un homme d'affaires qu'un porte-parole. Fait qu'il a répondu avec ça. Directement. Un hymne simple, avec un chœur d'enfant, pour que ce soit facile à retenir, à chanter dans les cours d'école, ça a eu un impact énorme sur l'estime de soi de toute une génération. Mais ce qui est incroyable, c'est son recul plus tard. Il a fini par la regretter, cette chanson-là. C'est une nuance très importante. Des années plus tard, il a dit que cette chanson lui avait coûté une partie de son public blanc, son public crossover. Ah ouais? Oui, et qu'il n'aime pas l'idée de définir les gens par leur race. Il la qualifiait de chanson pour enfants, utile à un moment précis, mais qu'il jugeait dépassée. Ça en dit long sur la complexité de l'artiste. Si on avance dans notre parcours, on rencontre Curtis Mayfield, surnommé le génie doux. Il a grandi dans les logements sociaux de Cabrini Green à Chicago, un des quartiers les plus durs des États-Unis. Vraiment. On s'attendrait à une musique dure, mais c'est tout le contraire. C'est toute la magie de Mayfield. Il a infusé une conscience sociale profonde dans la musique soul, mais avec une poésie, une musicalité presque éthérée. Sa voix de fausset, les arrangements de cordes. Ça contraste avec les textes. Violemment. Dans une chanson comme « Keep on Pushing », il ne crie pas à la révolution, c'est un encouragement. Il dit en gros « Je sais que c'est dur, mais continue d'avancer ». Cet optimisme lucide a une influence énorme sur des gens comme Bob Marley ou Stevie Wonder. Ce qui nous amène à une autre révolution, cette fois au sein de l'Empire Motown. Marvin Gaye et son album What's Going On. Ah, là on est ailleurs. Faut se rappeler que Motown, c'était une usine à tube pop. Le patron, Berry Gordy, interdisait à ses artistes de parler de politique. C'était la règle d'or. Pas de vague, ne pas aliéner le public blanc. Et Marvin Gaye, la plus grande star du label, a décidé de tout faire sauter. L'anecdote est célèbre. Quand il a présenté la chanson à Gordy, Gordy l'a détesté. Il a dit que c'était la pire chose que j'ai jamais entendue. Il a refusé de la sortir. qu'est-ce qui a poussé Gaye à prendre un tel risque? Deux choses. Les lettres que son frère lui envoyait du Vietnam, qui décrivaient l'horreur de la guerre, et le choc des émeutes de Détroit en 1967. Il a vu sa ville brûler. Il ne pouvait plus chanter des chansons d'amour légères. C'était une nécessité? C'était une nécessité. L'album au complet, c'est une conversation avec l'Amérique. Il parle de la guerre, de la brutalité policière, de l'écologie. Tout y est. Et il a tenu tête à Gordy. La chanson est sortie, c'est devenu un succès monstre, et ça a ouvert la porte à toute une génération d'artistes soul plus engagés. Notre exploration nous fait maintenant traverser l'océan. On va en Afrique avec le reggaeman ivoirien Tekenza Fakoli. Sa musique, il la définit comme un outil pour éveiller les consciences. Et il ne marche pas ses mots. Sa chanson « Plus rien ne m'étonne », c'est une critique virulente de la géopolitique postcoloniale. Il dénonce la manière dont les grandes puissances ont continué à se partager le monde et surtout l'Afrique comme un gâteau. C'est très direct. Quand il chante « Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie » ou « Ils ont partagé Africa sans nous consulter », il met en lumière la persistance des logiques coloniales. Son engagement l'a forcé à s'exiler, ce qui prouve que ses paroles dérangent. Et pour conclure ce parcours,
On revient ici au Canada avec une voix plus contemporaine, la rappeuse canado-sénégalaise Saramé. Oui. Sa chanson « Ma peau ». On voit tout de suite le fil qui la relie à James Brown, à Nina Simone. Absolument, c'est la continuité de ce thème de la fierté, de l'affirmation de soi, mais dans un contexte québécois actuel. Elle rejette les standards de beauté eurocentrique, elle célèbre son identité. Elle dit « Depuis toujours, j'ai été fière de ma peau. Même si plus jeune, je me comparais aux autres. » C'est un message d'acceptation de soi qui est crucial. Et ce qui est formidable, c'est que la chanson a été adaptée en livre pour enfants. C'est vrai! Ça montre que ce combat pour l'estime de soi, ça commence très jeune, et que la musique est un vecteur d'éducation extraordinaire. On a fait tout un tour d'horizon, de la douleur la plus sombre de Strange Fruit à la célébration lumineuse de Ma peau. Ce qui ressort, c'est que ces artistes ont utilisé leur voix pour témoigner, pour résister. Et pour insuffler de la fierté, là où la société essayait de semer la honte. Exactement. Le fil rouge, à travers toutes les époques et tous les styles, c'est cette quête fondamentale de dignité. Chaque chanson est un chapitre de cette longue histoire, une affirmation que la vie, l'expérience et la culture noire comptent. Et mérite d'être respecté. C'est un combat qui change de forme mais qui ne s'arrête jamais. Et ça nous laisse avec une pensée, en terminant cette visite, si ces chansons sont les archives sonores des luttes du passé, on peut se demander... Quelles sont les chansons d'aujourd'hui qui jouent ce rôle? C'est ça. Quelles sont les mélodies qui documentent nos propres combats sociaux et que les générations futures analyseront pour comprendre notre époque? C'est une réflexion à poursuivre.